J'étais le docteur Anya Sharma, une linguiste spécialisée dans les langues mortes et les cryptographies oubliées. Ma vie était une tapisserie de hiéroglyphes, de cunéiformes et de manuscrits indéchiffrables. Chaque jour était une plongée dans les murmures du passé, cherchant des échos d'anciennes civilisations. Alors, quand un message crypté est arrivé, non pas par la poste ou par email, mais via un coursier discret qui m'a remis une petite boîte noire contenant une plus de données chiffrées, me demandant de me présenter à une adresse anonyme dans le désert du Nevada. Mon instinct m'a dit que ce n'était pas une blague. C'était l'appel de l'inconnu, le genre d'énigme qui avait défini toute ma carrière, et je savais que je devais y répondre. La zone 51. Le nom lui-même était un murmure, une légende urbaine, une conspiration pour les masses. Mais la réalité était bien plus austère, plus clinique, et infiniment plus terrifiante. Un complexe souterrain labyrinthique, des kilomètres de couloirs en acier brossé, des lumières fluorescentes qui ne clignotaient jamais, projetant une clarté froide et constante. L'air était sec, filtré, et portait une légère odeur d'ozone et de métal. Le silence était presque absolu, seulement brisé par le bourdonnement lointain de machines inconnues et le pas feutré des hommes en uniforme gris, leurs visages aussi lisses et inexpressifs que les murs autour de nous. Mon rôle, m'a-t-on dit par un officier aux yeux d'acier, était de déchiffrer des données non conventionnelles. Ils m'ont conduite à une salle d'isolement, stérile et insonorisée, où même la poussière semblait avoir été bannie. Au centre, une table recouverte d'un tissu noir, et sous ce tissu, quelque chose. Quand ils l'ont retiré, j'ai vu des tablettes. Pas des tablettes de pierre ou d'argile que j'avais l'habitude de manipuler, mais d'un matériau qui semblait absorber la lumière, d'un noir plus profond que l'obscurité elle-même, comme si elles étaient faites d'un vide solidifié. Elles n'étaient pas froides au toucher, mais tièdes, avec une légère vibration presque imperceptible. Elles étaient couvertes de symboles. Pas des symboles que j'avais jamais vus dans les annales de l'histoire humaine, mais qui résonnaient avec une logique interne terrifiante, une symétrie parfaite qui défiait toute création terrestre. C'était une écriture. Une écriture vivante. Chaque fois que mes yeux se posaient sur un symbole, il semblait se tordre, se modifier légèrement, comme s'il réagissait à ma présence, à ma pensée. C'était comme si l'encre se déplaçait sous la surface, les lignes se réarrangeant en une dent subtile. Les autres scientifiques, des physiciens et des ingénieurs, les étudiaient avec des instruments de pointe, des champs magnétiques pulsés, des lasers à haute fréquence, des spectromètres qui émettaient des bips réguliers. Mais moi, je devais les comprendre avec mon esprit, avec l'intuition affûtée par des années à démêler les secrets des langues perdues. Les premiers jours furent une frustration pure, une bataille contre l'inintelligible. Je dessinais les symboles, les comparant, cherchant des patterns, des répétitions. Puis vint la nuit où j'ai rêvé des symboles. Ils dansaient dans mon sommeil, non pas comme des images statiques, mais comme des entités lumineuses, formant des phrases, des concepts, des récits entiers qui se déroulaient dans mon esprit. Je me suis réveillé en sueur, la tête pleine de mots qui n'existaient pas dans mon vocabulaire humain, des concepts d'une complexité et d'une étrangeté qui me donnaient le vertige. J'ai commencé à les écrire, frénétiquement, sur mon carnet, des gribouillis qui étaient pour moi des mots pour des idées complexes, des émotions que l'humain ne pouvait pas ressentir, des nuances de l'existence qui dépassaient notre compréhension. Plus je déchiffrais, plus la sensation grandissait. Non pas que je traduisais un texte, mais que le texte me traduisait. Il ne se contentait pas de me révéler ses secrets, il semblait réorganiser mon propre esprit, mes perceptions. Les symboles commençaient à apparaître dans ma vision périphérique, des motifs subtils sur les murs de ma chambre, dans les reflets des surfaces polies, même dans les ombres. La nourriture avait un goût métallique, âcre, comme si mes papilles gustatives étaient altérées. L'eau semblait plus épaisse, plus visqueuse. Mes collègues semblaient différents. Leurs mouvements étaient trop fluides, presque robotiques, leur sourire trop fixe,
leurs yeux manquant d'une certaine étincelle humaine. Étaient-ils fatigués, ou était-ce moi qui changeais? J'ai découvert des choses horribles. Les tablettes n'étaient pas des enregistrements d'une civilisation lointaine. Elles étaient des instructions. Des schémas complexes pour la modification génétique, des plans pour la manipulation sociale à grande échelle, des algorithmes pour influencer les pensées et les comportements. Et la langue n'était pas juste un moyen de communication, c'était un virus cognitif, une manière de reprogrammer l'esprit de ceux qui la comprenaient, de les transformer en outils volontaires ou involontaires. Des passages parlaient de récolte et de semis, de cycle de croissance pour les civilisations. C'était une horreur froide et méthodique. Le vrai secret de la zone 51 n'était pas l'existence des extraterrestres, mais leur présence continue et insidieuse. Ils n'étaient pas venus pour envahir avec des vaisseaux spatiaux, avec des lasers et des explosions. Ils étaient là depuis des millénaires, tissant leur influence dans les civilisations humaines, modifiant notre histoire, nos croyances, nos gènes, comme un jardinier qui taille et dirige la croissance de ses plantes. Les tablettes étaient un manuel pour leur jardinage de l'humanité, un guide pour une manipulation subtile et à long terme. C'est pourquoi tant de mythes anciens, de légendes sur les dieux et les démons, semblaient avoir des échos si similaires à travers les cultures. Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des graines plantées par les pauvres. Un jour, j'ai vu un de mes collègues, le docteur Evans, un brillant astrophysicien avec qui j'avais partagé quelques rares conversations sur la beauté des nébuleuses, seul dans la salle des tablettes. Il était penché sur l'une d'elles, et il murmurait des phrases dans la langue extraterrestre, ses yeux brillants d'une lumière que je ne reconnaissais pas, une lueur froide et calculatrice. Il n'était plus Evans. Son corps était là, mais son esprit, sa personnalité, avait été remplacé. Il était devenu un réceptacle, une marionnette sans âme, parfaitement obéissante. J'ai vu son sourire se tordre en quelque chose d'étranger, et j'ai su. La panique m'a saisi, une panique glaciale qui a traversé mon corps. J'ai essayé de m'échapper. J'ai couru vers les portes de sécurité, mais chaque porte semblait se fermer avant que je n'y arrive, comme si le complexe lui-même était conscient de ma tentative. Les gardes, leurs visages impassibles, leurs yeux vides, me regardaient sans me voir, leurs armes pointées dans des directions aléatoires, comme des sentinelles sans but. Ils étaient déjà sous influence, des coquilles vides, des extensions de la volonté des vôtres. La zone 51 n'était pas une prison pour les extraterrestres, c'était une nurserie pour leurs agents. Un centre de contrôle où ils affinaient leurs outils de manipulation, où ils préparaient l'humanité à sa prochaine récolte. Je me suis retrouvé face à un miroir dans un couloir désert, le verre reflétant la lumière froide. Mon reflet, mes yeux n'étaient plus tout à fait les miens. Il y avait une lueur, une profondeur, un savoir qui n'était pas humain. Les symboles dans ma tête n'étaient plus des mots, ils étaient des pensées, des ordres, des impulsions qui n'étaient pas les miennes. Je pouvais sentir la présence des autres en moi, une conscience collective qui s'étendait à travers l'humanité, une toile invisible de contrôle qui s'était tissée à travers les millénaires. Mon esprit était un nouveau nœud dans leur réseau. Je ne sais pas combien de temps j'ai erré dans les couloirs, mi-humains, mi-autres. Puis j'ai vu une sortie, une porte de service non surveillée, entrouverte, comme une invitation. J'ai couru, le désert m'a frappé avec son air froid et sec, une bouffée de réalité brute après l'enfermement stérile. J'ai marché, sans but, sous les étoiles indifférentes, jusqu'à ce que mon corps humain, épuisé, s'effondre. On m'a retrouvé, déshydratée et délirante, mes vêtements déchirés, mes lèvres craquelées. J'ai raconté mon histoire, bien sûr, les mots étranges se mêlant à mes propres phrases. Les médecins ont secoué la tête, parlant de stress post-traumatique, de psychose aiguë, de paranoïa délirante. Je suis maintenant dans un établissement, sous surveillance constante, les fenêtres grillagées, les portes verrouillées.
Ils me donnent des médicaments, des pilules blanches qui sont censées calmer mon esprit, mais ils ne peuvent pas effacer ce que je sais. Je vois toujours les symboles. Je les vois dans les motifs du papier peint de ma chambre, dans la forme des nuages au-delà de la fenêtre, dans les visages des infirmières et des gardes. Je les entends dans le murmure du vent à travers les fentes, dans le bourdonnement des léons. Ils sont partout. Et je sais que les autres ne sont pas cachés dans la zone 51. Ils sont parmi nous, ils sont en nous, et ils ont toujours été là, nous guidant, nous façonnant, attendant le moment où nous serions prêts à devenir pleinement leurs outils, leurs réceptacles. La zone 51 n'était qu'une petite pièce dans leur immense jardin. Le véritable secret de la zone 51 n'est pas ce qu'ils ont trouvé, mais ce qu'ils sont devenus. Et ce que nous sommes en train de devenir. Le jardinage continue, et nous sommes les cultures.